Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence ce soir. Et je peux déjà dire une chose, c'est que c'est un plaisir d'être parmi vous, puisque manifestement on est généreux aux communautés germanophones, puisque en plus d'avoir offert à tous les Belges le sapin qui a trôné sur la grande place de Bruxelles, j'ai eu le plaisir de recevoir ce maillot de foot. Je me propose d'ailleurs que ça devienne une tradition. Dans chaque ville où je vais, on m'offre le maillot de l'équipe locale. Donc Pierre-Yves, tu sais ce qu'il te reste à faire demain à Liège. Je ne doute pas qu'il sera rouge, le maillot, et il n'y aura que le maillot qui sera rouge dans la salle. Et donc, ça sera très bien comme cela. Alors, effectivement, il y avait aussi un message via ce maillot, et je pense que c'est intéressant d'être présent parmi vous pour clarifier peut-être une position. Je sais que, et je vais rien éluder, hein. Vous voyez, j'aurais pu faire semblant, un discours, non, on va y répondre très clairement. Je connais bien évidemment les aspirations, les demandes d'une Belgique à 4 régions. Je peux tout à fait comprendre que de votre point de vue, c'est quelque chose qui est tout à fait souhaitable, envisageable et revendicable. Je vous demande juste de vous mettre 2 minutes dans la position d'un président de parti qui ne doit pas uniquement voir l'intérêt d'une partie du pays, mais de l'ensemble de ce pays. La Belgique à 4 régions sur une feuille de papier, c'est quelque chose d'extrêmement simple. C'est quelque chose qui donne même le sentiment qu'on pourrait faire disparaître des postes ministériels, des administrations. Je peux vous dire, pour avoir fait l'exercice, que la Belgique à 4 régions, ça veut dire, en particulier pour les francophones de ce pays, une multiplication du nombre d'infrastructures, une multiplication du nombre d'administrations, une multiplication du nombre de ministres. Parce que, je vais vous donner quelques exemples concrets, la Belgique à 4 régions, ça veut dire qu'on aura 2 UNB. Ça veut dire demain qu'on aura 2 RTBF. Je trouve qu'avec une, j'ai déjà assez de mal comme ça. Mais vous allez me mettre alors une RTBF wallonne, une RTBF bruxelloise. Vous allez aussi aggraver une difficulté qui est majeure pour les francophones, qui est notre avenir budgétaire. Aujourd'hui, la situation budgétaire de la Wallonie est très difficile, celle de la Fédération Wallonie-Bruxelles également, et Bruxelles en tant que telle est aujourd'hui certainement la région qui a la trajectoire la plus dangereuse, celle qui dévie le plus, puisque, pour vous donner quelques chiffres, en 2017, le déficit annuel de la région bruxelloise était de 150 millions d'euros, il est aujourd'hui de 2 milliards. 5 ans plus tard, il est de 2 milliards. La dette bruxelloise a triplé en 10 ans. Cela veut dire que notre objectif et notre responsabilité, c'est de reconnaître la spécificité de chacun, parce que c'est la force de notre pays. Mais nous devons le faire aussi en ayant à l'esprit de réduire les administrations, de réduire les structures politiques, de renforcer l'efficacité. Je suis certain que moyennant ces principes, on peut trouver des solutions et notre pays regorge d'originalité et de créativité en la matière. On peut trouver des solutions pour à la fois rencontrer des revendications légitimes de spécificité territoriale, de proximité et surtout quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est la reconnaissance d'une langue, d'une culture, d'une identité. Et la grande richesse de la Belgique, c'est de faire vivre au moins ces 3 grandes communautés, les unes avec les autres, en paix, dans la reconnaissance de chacun, dans le degré d'autonomie suffisant pour permettre à chacun de pouvoir avoir les politiques les plus adaptées, mais nous devons, dans le même temps, penser aux défis qui sont les nôtres et renforcer l'efficacité de la Belgique fédérale. Ce renforcement passera aussi par plus de coopération, par un renforcement de la mise en commun de nos administrations et surtout, n'oubliez jamais une chose, les régions ont été créées pour gérer l'autonomie économique des territoires. Les communautés l'ont été pour reconnaître une identité culturelle, une langue. J'aimerais qu'on se souvienne tous de ces objectifs, parce qu'avec le temps, les choses ont eu une tendance à se diluer. Aujourd'hui, j'ai plus que jamais la conviction que répondre à nos défis économiques ne se fera pas sur des petits bouts de territoire. C'est un défi qui, au minimum, est national et très vraisemblablement sur le plan européen. Quels sont les enjeux aujourd'hui? Les enjeux, c'est réindustrialiser l'Europe,
L'Europe est passée entre 2019 à aujourd'hui de 22% de son PIB qui était consacré à l'industrie à 19%. On ne cesse de dire qu'on doit renforcer notre autonomie, que l'on doit ne plus être dépendant de puissances étrangères. C'est exactement l'inverse qui se produit sur le territoire. Quand on parle également d'être compétitif sur le plan social, sur le plan fiscal, c'est dans la coopération que l'on arrivera à être compétitif sans diminuer les droits et le niveau de bien-être de nos concitoyens. C'est également au niveau européen que l'on pourra résoudre le défi climatique. Qui dans cette pièce peut croire que c'est au niveau de la région flamande ou de la région wallonne que l'on gère des défis environnementaux et climatiques? Qui peut croire à un moment donné que si la communauté germanophone devait le gérer elle-même, elle pourrait résoudre le défi de la production d'énergie décarbonée, de la gestion des déchets, de la gestion de notre espace public? On doit être réaliste par rapport à ça. Et le but, pour les libéraux, c'est justement de ne pas faire de particularisme, mais de travailler ensemble pour relever les défis qui sont les nôtres. Et donc, soyez certains d'une chose, et je préfère avoir ce discours devant vous et l'assumer, nous nous battrons toujours pour que la communauté germanophone ait sa pleine reconnaissance. Nous nous battrons toujours pour que vous ayez le maximum d'autonomie. Mais nous nous battrons dans le même temps pour garder un pays efficace et de pouvoir mettre en commun les défis qui dépassent bien nos frontières, les défis qui sont européens. Et je crois que sur ce territoire, qui a connu les affres de l'histoire, qui est totalement au carrefour de l'Europe, vous savez mieux que personne, que ce n'est pas la petite Belgique toute seule, que ce n'est pas la grande Allemagne qui aujourd'hui a bien besoin de la coopération européenne, par exemple pour son défi énergétique, qui arriveront à résoudre les défis qui sont les nôtres. Et donc plus que jamais, je fais cet engagement devant vous. Vous pouvez être certain de la défense par le mouvement réformateur des droits, de l'autonomie et de l'identité des germanophones. Vous pouvez être également certain que les libéraux feront le maximum pour avoir un pays efficace et la coopération qui permet ensemble de relever les défis. Alors je le disais, les défis, il y en a certainement deux ce soir dont je voulais vous parler. Le premier de ces défis, c'est le défi énergétique. Parce que ce soir est une soirée très particulière. Ce soir, c'est une soirée de réjouissance. Il y a en effet un peu plus de 2 ans, le mouvement réformateur, seul contre tous, insistait sur la nécessité de garder une filière nucléaire dans notre pays. Nous étions isolés. À l'époque, rappelez-vous, on nous expliquait que c'était techniquement impossible. Certains ont même parlé du nucléaire en évoquant la question d'un cadavre que l'on ne pouvait plus ressusciter. D'autres nous ont dit que nous étions des populistes, des gens qui étaient là pour troubler la quiétude du gouvernement. Ce soir, ce qui était impossible a donné lieu à un accord entre l'État belge et Engie pour prolonger, et ce n'est qu'une première étape, 2 réacteurs nucléaires pendant 10 ans. Ce soir, je vois toute une série de représentants politiques de différentes formations essayer de s'octroyer ce succès. Je peux vous le dire, amis libéraux, vous qui êtes là ce soir. Ce succès, ce qui est le plus important, c'est pas nécessairement que ce soit le nôtre. Effectivement, nous sommes les seuls et uniques architectes de cette solution. Nous sommes les seuls qui ont permis que cette prolongation soit aujourd'hui possible et signée. Mais ce qui est beaucoup plus fondamental, c'est que c'est surtout une victoire pour notre pays. C'est une victoire pour notre autonomie. C'est une victoire pour notre capacité géopolitique à être moins dépendant de l'étranger. C'est une victoire pour le portefeuille de nos concitoyens d'avoir une source d'énergie qui permet d'avoir un prix maîtrisé. C'est une victoire pour la planète. Ça permet d'économiser 14 millions de tonnes de CO2 chaque année qui auraient été émises dans l'atmosphère si nous avions dû remplacer ces centrales nucléaires par des centrales au gaz. Aujourd'hui, c'est une victoire du progrès, de la technologie,
du savoir-faire humain dans une énergie d'avenir qui est celle du nucléaire et qui constituera, avec les énergies renouvelables, le seul mix qui permettra à notre pays de préserver à la fois son bien-être, mais aussi de sauver la planète et de répondre à nos obligations climatiques. Alors, le deuxième défi, et je sais que je suis dans une communauté qui est exemplaire en la matière, c'est celui de l'emploi. Je sais que ce soir, je suis avec des gens qui savent que le travail, c'est plus qu'une rémunération, que le travail est une valeur, que le travail donne un rôle dans la société, que le travail donne un sens à l'existence. Malheureusement, ces valeurs ont une tendance à se perdre dans certaines régions. Je viens par exemple de Mons, où le taux d'emploi est de 55%. Cela signifie que près d'une personne sur deux en âge de travailler ne travaille pas. Ce qui ne veut pas dire que ces gens ne veulent pas travailler. Le pire, c'est qu'une grande partie d'entre eux souhaitent le faire, mais ne trouvent pas les réponses adéquates auprès du Forum, ne trouvent pas les réponses adéquates en matière de formation professionnelle, ne trouvent pas les réponses adéquates en matière d'enseignement, et je tiens à souligner à quel point la communauté germanophone est un exemple en ce qui concerne la formation en alternance. La formation en alternance permet un placement à l'emploi qui dépasse les 98% chaque année. C'est une des grandes faiblesses de la communauté française. Je veux vous féliciter pour cela, parce qu'à l'image de ce que fait l'Allemagne, c'est en donnant goût au travail, en montrant la réalité du travail dans les industries, dans les entreprises, que l'on permet à des jeunes de s'ouvrir sur des possibilités auxquelles ils n'avaient même pas pensé. À ce titre-là, nous devons donc réformer le Forum, renforcer l'enseignement en alternance, renforcer surtout l'acquisition des savoirs de base. Tous les enfants en 3e primaire doivent savoir lire, écrire et compter dans l'une des langues du pays, que ce soit en allemand, en français ou en néerlandais. C'est fondamental. Quels que soient les choix de vie qui seront posés, on ne peut le faire si on n'a pas un apprentissage de base suffisant. Alors le travail, il concerne également toute une série de personnes qui, à force d'entendre des discours déresponsabilisants de certains camarades, de certaines formations politiques qui font croire à l'argent gratuit, au confort sans effort, ces gens ont perdu le sens du travail, ont perdu le goût de l'effort. Aujourd'hui, nous devons aussi avoir un discours qui est clair, qui est ferme, qui à la fois tend la main à ceux qui veulent également participer à la solidarité, mais un autre signal qui doit être aussi plus strict, plus clair, par rapport à celles et ceux qui sont en capacité de travailler et qui aujourd'hui ne le font pas. Je rappelle que nous sommes dans un pays où il y a 140 000 emplois qui ne trouvent pas preneur chaque année. Les métiers en pénurie vont continuer à exister, compte tenu du vieillissement de la population, qui implique qu'il y a plus de gens qui quittent le marché du travail chaque année que des gens qui y entrent. Nous devons donc, par rapport à cela, avoir une autre activation du chômage, mais aussi avoir un discours qui réhabilite le travail, un discours qui récompense la classe moyenne, avoir des actes, des décisions qui baissent la fiscalité de celles et ceux qui travaillent, non pas en la faisant financer par d'autres travailleurs, mais en augmentant le taux d'emploi. Aujourd'hui, la Belgique fait partie des 5 pays européens avec le plus faible taux d'emploi. L'Allemagne compte 80% de taux d'emploi, la Belgique est à 72%, la Wallonie est à 64%, Bruxelles est à peine à 60%. On ne peut pas continuer de la sorte. Si on veut baisser la fiscalité, on doit faire en sorte que plus de gens contribuent au financement de cette solidarité. Si on veut, à un moment donné, que notre système fonctionne, il faut rappeler que quand la vie bascule, la solidarité doit être totale, mais elle ne peut être que temporaire.
La solidarité est faite pour permettre aux individus de reprendre leur vie en main, de se relancer dans la vie, de pouvoir se dire que oui, ils ont l'autonomie de faire quelque chose de leur vie pour à la fin de celle-ci pouvoir se retourner et juger de leur utilité, de pouvoir avoir la fierté de léguer quelque chose à leurs enfants, d'avoir été utile pour eux, pour la société, mais aussi pour leur famille et leurs proches. Ce discours et ces décisions, il n'y a que le mouvement réformateur qui les porte. Et je vous demande aussi ici, en communauté germanophone, d'être pleinement mobilisés autour de ces valeurs. Parce que ce sont les valeurs de cette communauté. Et notre place électorale aujourd'hui n'est pas en rapport avec l'adhésion que les citoyens ont à l'égard de notre projet. Vous pourrez compter sur mon plein soutien, sur celui du parti, que ce soit sur le plan humain, sur le plan financier, sur le plan logistique. Mais la communauté germanophone doit pouvoir être plus bleue. La communauté germanophone qui a ses valeurs libérales ancrées en elle doit pouvoir compter sur un parti libéral renforcé qui chaque jour est de plus en plus fort sur le terrain. Je sais qu'avec les personnes que vous avez avec vous ici, en l'occurrence Isabelle, en l'occurrence Grégor, qui est un collègue au Sénat, qui est un collègue extrêmement appréciable, de grande qualité, un collègue qui, je peux vous le dire, vous pouvez en être très fiers, car il représente dignement la communauté germanophone. Il n'est pas là que pour les intérêts d'une communauté. Il défend bien évidemment les intérêts de sa communauté, mais il est sur tous les autres dossiers. Il est pleinement un sénateur engagé qui est totalement dévoué à l'unité de son pays dans la reconnaissance de sa communauté. Et donc vraiment, je vous le dis, avec Grégor, avec Isabelle, avec aussi tous les autres comme Evelyne Jadin, par exemple, avec bien sûr Christine Moël, eh bien, vous avez les ressources ici de pouvoir vous redéployer beaucoup plus fortement qu'aujourd'hui. Et je peux vous le dire une chose, et c'est mon deuxième engagement ce soir, vous pourrez compter pleinement sur le mouvement réformateur pour vous soutenir, vous aider, vous accompagner dans ce travail, à la fois sur le terrain, au niveau médiatique, mais dès aujourd'hui. Et dites-vous bien une chose, 2024 se prépare en 2023. Dès aujourd'hui, on doit reprendre le bâton de pèlerin, aller frapper et sonner à chacune des portes, réexpliquer notre projet, montrer notre détermination à faire en sorte de permettre à cette région de continuer son développement et de l'inscrire dans le développement plus global de notre pays. Alors, je ne serai pas plus long parce que je sais qu'en communauté germanophone, la convivialité est quelque chose qui compte. Mais je voulais encore vous dire deux choses. La première, c'est que j'ai évoqué à quel point le travail était une valeur centrale dans notre projet. Plus globalement, ce que les libéraux souhaitent, c'est une société juste. Je pense qu'aujourd'hui, ce que nos concitoyens ne peuvent plus supporter, c'est que comme on a pu le voir dans l'actualité récemment, avec un acte odieux sur le campus de l'ULB, on se retrouve face à quelqu'un qui a tué un homme en le battant à mort, en le vitriolant, et il sort de prison au bout de 15 mois. Ce que la population ne peut plus accepter, c'est de voir des élus qui pensent à se servir plutôt qu'à servir. Ce que la population ne peut plus accepter, c'est que dans toute une série de cas, le travail paye moins que les allocations sociales. Ce qui est insupportable pour nos concitoyens, c'est d'être culpabilisés systématiquement pour des enjeux climatiques avec des élus qui eux-mêmes veulent construire des centrales au gaz. Ce que la population ne comprend plus, c'est l'injustice. La société juste que les libéraux veulent, c'est une société qui, à la fois, considère qu'il faut effectivement baisser l'impôt sur celles et ceux qui travaillent en activant les demandeurs d'emploi. C'est une société dans laquelle personne dans notre pays, quelle que soit sa nationalité, son statut ou son origine, ne doit dormir dehors, mais c'est aussi un pays dans lequel les personnes en situation illégale doivent être accompagnées. Une société juste,
C'est une société où on ne sort pas de prison après 15 mois quand on a tué un homme. C'est une société qui sanctionne rapidement, efficacement, mais aussi durement. La société juste, c'est la société où les moyens de nos concitoyens sont utilisés en bons pères de famille, où on n'a pas des gaspillages, où on ne crée pas des fonctions inutiles ou des administrations supplémentaires. La société juste, c'est celle que les libéraux veulent défendre. C'est celle qui, au quotidien, au sein des gouvernements, nous voulons faire entendre. Mais c'est celle, si nous voulons voir son avènement, que l'on ne pourra obtenir qu'au terme d'un succès électoral. Et donc, je vous l'ai déjà dit, 2024 se prépare, se joue et se gagne en 2023. C'est maintenant que vous devez vous mobiliser. C'est pas au moment des élections qu'il faut aller voir les gens pour leur faire la millième promesse de la journée. C'est qu'au quotidien qu'une formation politique montre et met en œuvre ses valeurs. C'est ce que je vous demande pour cette année, d'être pleinement mobilisé, de vous dire qu'aujourd'hui, le mouvement réformateur est sans aucun doute la seule formation politique qui défend les classes moyennes, qui défend les gens comme vous, qui travaillez honnêtement, qui voulez simplement réussir honnêtement votre vie. Aujourd'hui, il aurait été, et c'est la deuxième chose que je voulais vous dire, il aurait été beaucoup plus simple de vous promettre de l'argent gratuit. Il aurait été beaucoup plus simple de vous promettre des allocations. Il aurait été beaucoup plus simple de vous promettre des chèques, voire même une 4e région. Mais la grandeur de la politique, ce n'est pas la course à la popularité. Ce n'est pas de dire des choses simples ou faciles. Ce n'est pas d'essayer d'être agréable à l'oreille des gens. C'est de dire et de faire ce qu'on estime être juste, même si c'est dur. Et comme je l'ai déjà dit, notre capacité à changer les choses dépendra du niveau d'emmerdement qu'on est capable de supporter. Et je pense que quand on est réformateur, on doit accepter d'avoir des emmerdements tous les jours. Comptez sur moi, on en aura. Mais pas pour le plaisir. Parce qu'on estime une chose, c'est qu'on n'est pas là ici pour se servir. On n'est pas là ici pour gagner les prochaines élections. On est là ici pour laisser un pays à nos enfants qui est en état de marche. Un pays où on croit encore au progrès. Un pays où on croit encore à la liberté. Un pays où le bien-être continuera à augmenter. Alors en 2023, soyez heureux sur le plan professionnel. Soyez heureux sur le plan personnel. Aimez les gens, aimez ce que vous faites. Soyez passionnés, c'est vraiment le moteur de la vie. Et surtout, en 2023, soyez plus que jamais fiers des libéraux. Merci beaucoup.